Et bonjour à tous, je vous retrouve au potager pour une petite vidéo de vlog. On va continuer un peu voilà, l'extension du potager, l'aménagement des nouvelles zones de culture. Et puis la saison commence à partir sérieusement sur sa belle lancée. Donc c'est parti pour une petite vidéo de choses diverses et variées. Allez, c'est parti. Alors parmi les choses que je vais faire dans cette vidéo-là, ça va être de replanter une troisième akebi. Je vous ai fait une vidéo récemment sur cette plante japonaise assez intéressante. Une sorte de plante grimpante qui fait des fruits assez rigolos, qui s'ouvrent tout seul, d'où le nom de la plante akebi, qui veut dire le fruit qui s'ouvre. Voilà, je vous ai fait une vidéo sur le sujet, vous pouvez toujours aller voir. Et le souci que j'ai, c'est que j'ai mis deux akebis différentes en pensant qu'elles s'aideraient à se polliniser. Sauf que de ce que j'en comprends en fait, c'est deux espèces différentes. Donc a priori, il y a la barrière des espèces, elles vont pas pouvoir se polliniser entre elles. Donc j'ai mis une akebi à 5 feuilles, hein, c'est celle-là qui fait des fruits intéressants. Et l'autre c'est une akebi Longera kemosa. Enfin, voilà, hop, voilà, je vous montre le nom. Et le souci que j'ai, je pense, c'est que j'ai peur que du coup celle-là ne soit pas en mesure de polliniser l'autre. Donc du coup j'ai repris à nouveau une akebi à 5 feuilles et je vais la positionner du coup entre les deux, histoire de maximiser mes chances d'avoir une pollinisation des fleurs de l'akebi à 5 feuilles et d'avoir des fruits dessus. Ok, donc j'ai bien mon akebi Kinata, mon akebi à 5 feuilles, voilà, avec du coup les petites lianes qui sont déjà bien parties. Hop, voilà. Bon, il me reste plus qu'à arroser un bon coup. Et là, normalement, j'ai 3 akebis, donc 2 akebis à 5 feuilles. J'ai bon espoir de mettre toutes les chances de mon côté pour la pollinisation, puis avoir du coup ces fruits un peu rigolos, là, un peu étonnants, les fruits de l'akebi, sorte de fruits un peu violets qui s'ouvrent. Enfin voilà, on va laisser pousser tout ça, ça va prendre quand même, je pense, quelques années. Et puis on suivra ça le temps de la culture. Bon, j'ai bien taillé ma lavande là sur vos conseils, hein, j'ai mis toutes les tailles derrière, hein, mais j'ai des gros doutes sur le fait qu'elle reparte, hein, parce qu'elle est vraiment pas jolie. Et des lavandes au magasin, ils vendent ça à 2,50 €, hein, donc je me suis pas pris la tête. On va repartir sur 2 balles neuves. Alors j'ai quand même laissé celle-là, hein, des fois qu'elles repartent. Je sais pas, j'ai essayé de les positionner un peu autour. Donc là, tout simple, hein. Je vais pas faire de chichi, juste un petit trou, pas forcément très grand, je mets ça dedans. Et puis bon, la lavande c'est pas réputé compliqué, je pense que ça va s'enraciner sans problème. Voilà, mes 2 lavandes sont plantées, bien emmitouflées, bien arrosées. Je pense que ça devrait être pas mal. Il y a pas mal de terreau aussi, donc tout ça devrait plutôt bien s'installer, bien pousser. Voilà, juste à l'entrée du coup du nouveau potager. Alors je réponds à un commentaire, une question qu'on m'a posée en commentaire récemment. On me demandait ce qu'étaient devenus les petits pêchers que j'avais récupérés et que j'avais repiqués dans des pots. C'était l'an dernier ou il y a 2 ans, je sais plus. Enfin bon, non, c'était l'an dernier. Et regardez, ça a bien poussé. Voilà, j'en ai 4 là. Puis je suis tranquillement en train de pousser dans ces 4 pots là. Alors j'en ai un qui est plus titoune. Regardez, ils commencent à faire bien leurs feuilles. Genre de pas trop mal se porter. Bon, faudrait que je désherbe un peu tout ça là. Parce qu'il y a quand même de la compétition, il y a de la mauvaise herbe qui est en train de pousser dans les pots. Mais bon voilà, ils se portent bien, tout ça pousse. Et puis je pense qu'à un moment je vais commencer à les mettre dans des pots encore plus gros que ça, voire les mettre en pleine terre. Bon voilà, c'est du pêcher qui vient d'un noyau, donc du pêcher sauvage, pas greffé, hein, pas sélectionné. Donc ça va sûrement donner des pêchers pas excellents, sachant que des pêchers de ce type-là, j'en ai déjà 2 grands en plein milieu du potager. Donc est-ce que je vais encore en rajouter? Je suis pas forcément sûr. Donc voilà, je me retrouve avec ces 4 pêchers-là, qui feraient peut-être 4 bons porte-greffes. Mais bon, en l'état, voilà, je suis pas sûr de les replanter. Alors là, je suis devant la zone où j'avais un bac là que j'ai enlevé, que j'ai retiré, puis j'ai retiré également la terre. Je vous ai montré ça dans une de mes vidéos précédentes sur l'aménagement du jardin, l'agrandissement du potager. Et cette zone-là est assez à l'ombre, c'est pour ça que je l'ai retirée d'ailleurs. Et je me demande si ça vaudrait pas le coup d'essayer de planter des framboisiers ici, parce que j'ai mis des framboisiers en bord de potager sur la clôture sud, vraiment en plein soleil. Et ils ont tous brûlé. Franchement, la culture de framboise jusqu'ici, c'est plutôt un échec. J'en ai ramassé quelques-unes, mais pas énormes. Et je me demande, alors je suis allé vérifier et tout, ils disent de planter bien ça en plein soleil, normalement le framboisier. Mais là, du côté de Bordeaux, peut-être que je suis trop au sud, peut-être que ça fait du soleil un peu trop costaud. Parce qu'ils disent de planter ça au soleil, mais à l'abri du soleil brûlant du midi. Donc bon, je sais pas, ils sont bien gentils avec leurs consignes sur les sites internet et compagnie. Il faut planter au soleil, mais pas au soleil. Donc du coup je vais essayer de planter là dans cette plate-bande là qui était un peu du coup justement à l'ombre du mimosa jusque tard en journée. Et puis je vais voir un peu ce que ça donne. Donc j'ai pris 2 framboisiers et puis je vais les planter. Alors j'ai rajouté un peu de terreau aussi parce que généralement quand j'achète des plants, si je mets 7 € dans un plant, j'hésite pas à rajouter un petit euro de terreau en plus,
histoire de mettre toutes les chances de mon côté. Voilà, je vais faire un trou, je vais mettre mes 2 framboisiers, un peu de terreau, et puis on va voir un peu comment ça se développe dans cette partie-là du jardin qui est beaucoup plus à l'ombre. Bon là, je plante ça vraiment dans ma terre qui est de la poterie. Vous voyez, ma terre bien argileuse. Et puis en plus, ça a tendance à inonder un peu cette partie-là tous les ans en hiver. Donc bon, je pense pas que ça aime beaucoup avoir les pieds qui trempent dans l'eau, les framboisiers. Mais bon, voilà, je tente. On va voir si j'arrive quand même à faire une zone de culture de framboisiers ici. Je pense que c'est toujours pas l'idéal comme emplacement. Mais bon, on essaye des choses. Ah, puis là, il demande vraiment qu'à partir. Hein. Ouais, déjà, toutes les petites feuilles qui arrivent. Donc voilà, c'est plus pour faire des essais. On va voir si cette zone-là pourrait être propice du coup à faire pousser des petits fruits. J'aimerais bien arriver à en avoir quand même parce que ça fait partie des choses pour lesquelles je suis vraiment pas content ici. Alors autant sur mes potagers précédents, j'avais réussi à avoir des groseilliers absolument énormes qui donnaient plein de groseilles. Côté des petits fruits, c'était quand même vachement mieux une réussite. Ici, j'ai plus de mal. Donc on va faire un essai comme ça, un peu plus à l'ombre. On va voir ce que ça donne. Et puis en espérant qu'il ne se fasse pas noyer complètement l'hiver et qu'il ne se retrouve pas inondé et puis à mourir dans les inondations. Et donc du coup on est parti sur du framboisier précoce Willamette. Voilà, on va voir un peu ce que ça donne. Alors la terre là surtout je l'enlève pas, puisque vu que ça a tendance à inonder un peu ici chaque année, je vais essayer de relever le niveau, surtout plutôt ramener de la terre qu'en enlever. Hop, je récupère les petits bâtons des akebis pour bien marquer l'emplacement. Et j'en profite aussi pour faire un petit point sur les boutures. Alors les boutures de figuier, pour l'instant c'est pas fameux, hein, que ce soit du bois d'il y a 2 ans ou du bois de l'année dernière, pour l'instant ça donne pas grand chose. Je pense que je réessayerai de faire des boutures en avril-mai avec du bois de l'année. Je crois que c'est encore la manière la plus facile d'arriver à faire les boutures de figuier. On en reparlera. Par contre j'ai fait des boutures de groseillier. Et alors là c'est sorti magnifiquement. J'ai quasiment groseillier et cassissier. J'ai fait moitié groseille, moitié cassis. Et voilà, j'ai mis ça dans des petits bâtons dans du sable avec un mélange de sable et de terreau. Et j'ai quasiment, il y a tout qui est parti. J'ai 0 échec, j'ai que des réussites. Donc je vais avoir plein de petits plants de groseilles et de cassis que j'ai réussi à multiplier. Donc je vais laisser pousser tout ça, puis il va falloir que je retrouve de la place. Donc effectivement, si je peux arriver à trouver un bon emplacement pour faire des petits fruits, ça serait vraiment chouette. Alors autant il y a des boutures qui sont compliquées à faire, mais alors boutures du genre ribes, hein, groseille et cassis, c'est vraiment super facile à faire. Ça a l'air de marcher vachement bien. Je vous ferai une petite vidéo sur le sujet quand je serai arrivé au bout, je pense, du bouturage, que j'aurai des plants que je pourrai replanter en pleine terre. Donc l'intérêt du coup de ce genre de culture, si vous voulez en faire beaucoup, plutôt que d'acheter plein de plants, vous en achetez un qui vous intéresse, vous le faites pousser, puis après vous faites des boutures de ce plan-là, puis après vous les multipliez, parce qu'ils vendent ça 8-10 € pièce, un groseillier ou un cassissier, donc ça vaut peut-être le coup justement, si vous en avez beaucoup, de les reproduire soi-même. Mais on en reparlera. Ouh, putain, ça pèse lourd ce truc. Donc je continue dans l'aménagement du potager. Donc je vais continuer à étendre mes bâches tissées. J'ai pas mal réfléchi à la manière de les mettre. Voilà, je vais tirer des bandes comme ça, une comme ça, une comme ça. Enfin bon voilà, je vais les faire et puis je vous reprends après. Et on regarde un peu ce que j'ai fait. Et je pense que ça devrait être pas trop mal. Il devrait rester quand même un peu de vert. Et en même temps des bandes pas ultra géométriques non plus. Enfin voilà, allez, je fais ça, je vous reprends après. J'ai terminé, ça tombe bien parce qu'il commence à pleuvoir sérieusement. Alors du coup, j'ai continué à rajouter un peu des bâches. Alors j'en ai mis une ici. Voilà, avec, vous voyez, j'ai lesté ça avec des petits pavés. J'en ai racheté d'autres là, parce que comme je vous ai déjà dit, dans mon terrain, ça manque cruellement de pierre. Alors ça a beaucoup d'avantages. Quand je creuse tout ça, je tombe jamais sur un caillou. Par contre, voilà, dès que j'ai besoin de lester quelque chose et tout, j'ai jamais de poids. Donc je m'achète des petits pavés. Ça vaut 20 centimes pièce, ça. Donc voilà, j'ai acheté pour 10 € de pavés. J'ai ramené 50 petits pavés là, ça m'a suffi amplement pour voilà, me faire des petits pois partout. Donc j'ai rajouté également cette grande bâche là. Voilà, j'ai plié un peu les coins pour faire un passage, idem ici. Hop. Donc voilà, là vraiment pour le coup une très grande bâche ici.
Alors en plus c'est une bâche, bon, du coup elle se retrouve par-dessus, pour ceux qui se souviennent, à l'automne dernier. J'avais fait un test pour vous montrer comment démarrer un potager sans travail du sol, sans se fatiguer. Où on avait bâché une zone du terrain après avoir mis dessous des cartons, des feuilles. Enfin, les cartons c'était pour l'exemple parce que c'était pas indispensable dans la mesure où on mettait une bâche aussi. Et voilà, des feuilles, de l'herbe, du foin, un peu tout ça. Et puis l'idée ça va être d'enlever ça à la fin avril pour montrer que l'herbe a disparu, qu'on peut travailler directement dans le sol sans se faire mal à arracher tout le chevelu d'herbe qu'il y a en place. Mais comme voilà, se retrouve sur la zone, du coup par-dessus cette bâche-là. Donc quand j'enlèverai la bâche du dessous, il faudra que j'enlève également cette bâche-là pour montrer ça. En plus une vidéo, il faut que je tourne en japonais, donc ça va être va y avoir du sport. Et voilà, j'ai rajouté encore une petite bâche ici. Là, je vais mettre en place les serres à semis. Quand les plants auront suffisamment poussé, dans le meuble à semis au milieu du salon, comme j'ai pas énormément de place, et dès que ça sera suffisamment grand, ça va partir ici. Donc j'ai acheté une deuxième serre, la même que l'an dernier. Alors elles étaient en vente au Lidl à pas cher, à 50 €. Donc voilà, je vais en rajouter une deuxième, il y en aura deux ici. Une que je vais chauffer et une qui sera en serre froide. Et voilà, bon, on en reparlera plus tard. Et bon, je pense que à terme, peut-être que je vais faire une installation mieux que ça encore. Voilà, toute cette partie-là, là, je l'ai laissée. C'est là qu'il y avait l'ancienne clôture ici, l'entrée de l'ancien potager. Là, il y avait justement la serre à semis ici. Et là, on voit la rizière au fond là. Là, j'envisagerais bien de faire une belle serre en verre trempé avec un petit cabanon pour stocker le matériel. Voilà, c'est pas pour de suite. Donc pour cette année, on va y aller à la simplicité. Déjà, je vais voir si la charge de travail, tout ça supplémentaire, je vais réussir à l'encaisser. Voilà, donc j'ai rajouté du coup cette grande bande là, enfin cette petite bande là, puis cette grande bande là. J'aurais pu en mettre plus, mais je trouve que déjà ça fait quand même beaucoup. Et puis j'ai quand même un petit souci avec l'aspect esthétique. Il va vraiment falloir que je trouve à faire quelque chose de ça, à arriver à le masquer un petit peu. Parce que l'aspect esthétique du jardin, quand même, mine de rien, c'est assez important. Et là, autant on va être dans l'efficacité, hein, ça va cracher du légume. Mais bon, c'est pas forcément du plus bel effet. Et donc à noter du coup que cet agrandissement du potager, ça m'aura coûté en gros 100 € de bâche, 50 € de petite serre, plus du coup la petite serre précédente qui coûtait 50 € aussi. Et donc voilà, pour 200 €, on arrive à se faire une installation, parce que bon, la bâche plastique, j'en ai utilisé peut-être la moitié. J'ai dû tirer 50 mètres, il en reste 50 mètres sur le rouleau de 200 mètres. Donc voilà, il y a quand même moyen de faire des belles choses pour pas forcément très cher. Et voilà, avec du coup 200 € de matos, donc 100 € de serre et 100 € de plastique, de bâche tressée. Et c'est parti, on peut lancer une grande zone en culture. Donc voilà, c'est pas non plus des investissements faramineux. Je pense que si j'avais dû acheter un motoculteur, ça m'aurait coûté 2 fois le prix de tout ça. Et pour ce qui est des petites serres, on en reparlera plus tard, mais comme elles restent très peu longtemps au jardin, elles restent que 2 mois en fait, elles me servent juste à temporiser les semis avant les seins de glace. En gros, elles vont rester là mars, avril, mai, je pense, peut-être même mai aussi, donc 3 mois on va dire. Donc elles n'ont pas trop le temps de s'abîmer, après je les démonte et puis je les remonte chaque année. Ça fait que du coup, je pense qu'elles peuvent durer beaucoup plus longtemps que si elles restent en permanence à l'extérieur, à subir du coup les gros UV du mois de juillet-août, et puis les tempêtes et les gelées en hiver qui peuvent leur faire vraiment du mal. Notamment les plastiques par-dessus sont réputés pas très solides et robustes dans le temps. Donc voilà, juste avec un usage de 3 mois par an, je pense qu'on peut les tenir assez longtemps, ces serres-là. Et en prendre 2 comme ça coûte 100 € et ça permet quand même, pour le coup, de faire une sacrée tripotée de semis. Et donc là, pour cette année, j'aurais pu encore en tirer beaucoup plus des bâches. Hein. J'aurais carrément pu encore, vous voyez là, ici, il y a la zone pour les courges-courgettes. J'aurais pu faire encore quasiment la même chose, là, tirer 2 rouleaux, 2 bandes ici, pour rajouter encore quasiment 40 mètres carrés. J'aurais pu également tirer une bande qui relierait celle-là à celle-là. Ça aurait rajouté encore, je pense, 10-15 mètres carrés. Donc voilà, j'aurais pu encore agrandir la zone de culture de 50 mètres carrés. Je trouve que c'est déjà pas mal quand même, mine de rien. Et je veux quand même que ça garde quand même un peu de verdure. Et toute cette zone là centrale, du coup je pense que je vais la laisser un peu comme ça cette année. Et puis je vais me donner le temps un peu de la réflexion. Et donc voilà, le potager a bien été agrandi. Je pense que je vais m'arrêter là sur l'agrandissement des zones de culture. Ça fait déjà pas mal de place supplémentaire. Il va vraiment falloir que j'arrive à trouver une manière de gérer ça d'un point de vue esthétique. Si vous avez des conseils à me donner, vraiment je suis preneur. De pouvoir arriver à cacher un peu les bâches, mais au plus efficace. Et qui ne prennent non plus pas trop de matière organique et puis qui consiste pas à se faire livrer des bottes de paille ou de foin. Si possible, essayer de faire avec les moyens du bord. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours si jamais vous avez des bonnes idées sur comment arriver à atténuer quand même l'aspect esthétique de ces bâches.
parce qu'autant elles vont vraiment faciliter le travail, mais bon, j'aimerais quand même arriver à ce que le potager reste joli. Bon, on est début mars, et le mieux que j'ai réussi à faire avec mes patates douces, c'est ça. J'en avais une qui était plus avancée, mais voilà, elle a moisi. Et celle-là, bah voilà, c'est la deuxième qui restait encore, et c'est tout ce qui pousse. Il n'y a pas de racines qui sortent. Donc bon, on va... Ah si, un petit peu là, de ce côté-là. Mais bon, on va abandonner les patates douces pour cette année. Là, on est en mars, c'est beaucoup trop tard. Là, j'ai pas de plan encore, j'ai juste des tout petits germes qui sont sortis. Bon, enfin, je resserrai l'an prochain avec du coup de la patate douce bio, pour être sûr de ne pas avoir de problème d'antigerminatif, comme j'ai eu sur les premières, en bon état. Et je prendrai un peu le même genre de technique, mais je rajouterai un peu du terreau. Et j'essaierai de faire en sorte de maximiser la chaleur pour que ça chauffe le plus possible. Bon, enfin voilà. Bah, du coup, pour cette année, c'est raté. Donc les deux premiers framboisiers là se sont bien implantés et je viens d'en mettre un troisième. Et par contre du coup vraiment très compliqué de trouver des plants de framboisiers cette année. Donc il va peut-être falloir que j'essaye de les multiplier moi-même. Et je parlais avec le vendeur de la jardinerie avec qui je m'entends bien. On discute bien, c'est un vrai passionné de jardinage et de botanique. Et il me disait qu'ils avaient de vrais problèmes à trouver des plants cette année à vendre. Parce que l'an dernier, en fait, ils ont vendu 3 fois ce qui avait été prévu en termes d'arbres, de plantes et d'arbres fruitiers notamment. Et du coup, ça commence à être tendu. Et d'ailleurs, on le voit, hein, moi, pour trouver mon kakifouillu que j'ai planté la semaine dernière, j'avais vraiment galéré. Impossible de le trouver sur Internet, comme dans les jardineries. Il a fallu que je le commande spécialement et que j'attende plusieurs mois. Donc voilà, faut le savoir, hein, je pense qu'il y a une grosse tension au niveau des arbres fruitiers et des plantes. Donc je sais pas combien de temps ça va prendre pour s'ajuster, mais vu qu'il faut plusieurs années pour faire un arbre fruitier, je pense qu'il y en a pour un moment. Alors petit tour des cultures rapidement. Alors là vous voyez, là j'avais fait tout un semis différent. Donc il y avait du radis, du navet, de la carotte, de la roquette, du panais, du salsifis. Et c'est pas protégé contre les oiseaux cette partie-là, et ça a été ravagé. Les oiseaux m'ont vraiment labouré la plate-bande. Là vous voyez la roquette là, c'était un des seuls trucs qui restait. Regardez ce que j'ai retrouvé ce matin. Donc vraiment ça a été labouré par les oiseaux. Donc faut vraiment pas sous-estimer les dégâts qu'ils sont capables de faire. Que ce soit les merles ou les rouges-gorges aussi. Les rouges-gorges font vraiment pas mal de dégâts. Et à côté de ça, voilà, la même plate-bande protégée avec un grillage contre les oiseaux. Et là on voit bien tous les petits semis. Ils sont nickel. Voilà, là, zéro dégâts. Tout pousse à merveille. Idem sur cette plate-bande là. Alors celle-là en plus je fais un test. J'ai rajouté des petites cornières en plastique pour essayer de barrer l'accès aux limaces. Un peu le principe du rail de placo, mais en beaucoup moins cher et beaucoup plus simple à mettre en place. On va voir si ça fait un effet ou pas, si c'est efficace. Et là pour l'instant tout se passe à merveille. Et là on va regarder le semis à la volée de radis là. Regardez, ça se sème hyper rapidement. C'est relativement clairsemé, donc il n'y aura pas de souci de devoir éclaircir la culture. Donc c'est vraiment pour optimiser son temps. Alors moi je suis plus sur un travail d'optimisation du temps que de l'espace, hein, comme je vous ai déjà expliqué. D'ailleurs si je cherchais à optimiser l'espace, j'aurais pas toutes ces allées enherbées, tout ça. Ça honnêtement c'est beaucoup d'espace perdu. Bon, c'est aussi un peu du temps perdu, mais bon c'est un compromis à faire entre l'esthétique et puis l'efficacité. Et c'est le bon compromis que j'ai trouvé, je trouve, en termes d'efficacité au niveau de l'espace, d'efficacité esthétique, on va dire, même si le mot est quand même pas très joli, l'efficacité esthétique, et surtout l'efficacité horaire, puisque moi ce que vraiment je cherche à optimiser, c'est un peu mon temps. Voilà, et donc là regardez, ligne de radis, ligne de navet, doublement protégée contre les limaces et les oiseaux, et là c'est magnifique. Hein. Donc voilà, faut pas sous-estimer les dégâts que peuvent faire les oiseaux sur ce genre de semis. Alors dans les essais de cette année, il y a eu de la plantation de salade sous cloche. Donc tentative sous cloche, mais je referai une vidéo dédiée à ce sujet-là. Bon, ça poussote, c'est quand même pas extraordinaire. Je suis pas parfaitement convaincu de la technique. Idem sur le tunnel rigide. C'est pas quelque chose que, enfin, j'adore. Mais enfin, on voit quand même que, contrairement à ici, ça a quand même poussé et que les cultures ont été un peu protégées. Même s'il reste quand même pas grand-chose a priori. On devine quand même un peu du vert derrière. Alors qu'ici, bon voilà, tout a été détruit. Donc les framboisiers dont je vous parlais tout à l'heure.
Donc il reste du poireau de l'an dernier, là ça je pense que je vais finir par récolter. Regardez celui-là, il est énorme. Celui-là, il est vraiment beau. Donc je vais finir par récolter tout ça, faire de la place. Je pense que je vais remettre des salades ici. Là ici pareil, je pense que je vais refaire de la place. Alors, ici, voilà, c'était le semis à la volée que j'avais fait l'an dernier. J'avais protégé avec des boules contre les oiseaux. Et je pense qu'il a eu quand même sa petite efficacité, ces boules anti-oiseaux là, ces boules à facettes censées faire fuir les oiseaux. Donc bon, je vais essayer de prolonger mes essais cette année. Là vous voyez, hein, toujours du navet en train de monter en graines. Bon, ils sont restés quand même relativement petits, je pense qu'ils ont eu froid. Ils ont passé tout l'hiver dehors. À mon avis, on va peut-être essayer de les laisser pousser encore un peu. Mais ils risquent d'être pas forcément très très bons. Ils vont devenir sûrement amers, ils ont passé beaucoup de temps dehors. Ils n'ont pas beaucoup poussé. Donc voilà, encore quelques poireaux qui restent. Voilà, avec des bons gros fûts, bien jolis. Alors dans les choses également à voir, ben là j'ai repliqué les artichauts. Alors on voit qu'ils ont eu froid, hein. On voit là c'est tout blanc ça. En plus j'ai les merles qui me les réenterrent toujours, donc toujours les oiseaux qui me font des carnages. Regardez ça là, hop, il m'avait enterré une feuille. Alors dans les choses que j'avais essayé, j'ai mes petites boutures de groseillier cassis, mais qui se passent super bien. Ils ont toutes au moins une petite feuille qui sont en train de sortir. Certaines qui sont bien avancées. Donc voilà, ça franchement très simple à faire. Alors au niveau des fraisiers, bon, on en refera une vidéo sur le sujet, mais pour l'instant, tous les plants que j'avais multipliés ont l'air de s'être bien réinstallés, qu'ils aient été accrochés au stolon ou pas. Et tout ça, c'est ceux que j'avais replantés, repiqués, qui n'étaient pas accrochés au stolon, ça a bien marché. Idem là, ceux-là, bah, du coup, ils étaient dans des petits godets, je les ai repiqués. Alors moi j'ai les oiseaux hein, qui viennent me les renterrer un peu, enfin toujours pareil. Enfin bon voilà, j'ai des petits fraisiers, par contre ils sont vraiment tout petits et ils sont un peu malades. Ils ont chopé ils ont des traces de maladie, donc c'est quand même pas aussi joli que des fraisiers du commerce. Donc là j'ai mes blettes de l'an dernier qui vont faire leur deuxième année, donc il va y avoir une deuxième petite récolte. On voit des jolies feuilles là qui arrivent, donc on va pouvoir récolter un peu, mais ça va très vite monter en graines. Alors les choux-fleurs que j'avais plantés à l'automne dernier, bah, ils se développent bien. Voilà, j'en ai 6 et puis j'ai mis des oignons entre pour profiter de la place. Il me reste 3 salades pas très jolies qui ont passé l'hiver sous cloche dehors, mais enfin bon, elles commencent à... C'est pas les plus belles salades du monde. Donc là, des navets, un essai de repiquage de navets qui n'a pas donné grand chose. Alors, on devine un petit navet là. Alors tout ce qui est aliacé, ail, oignon, échalote, eh bien ça suit bien son cours. Bon, les feuilles sont un peu jaunes quand même, je trouve. Mais bon, voilà, je pense que ça pousse bien quand même. C'est en train de se réenherber à nouveau, donc il va falloir que je redésherbe. C'est un peu le souci avec ces plates-bandes là, c'est que ça s'enherbe très vite. Parce qu'il n'y a pas de paillage. Et les limaces n'ont pas encore trop fait de dégâts, mais on sent qu'elles vont bientôt arriver, regardez ça. Voilà, on commence à deviner des dégâts sur les feuilles, on voit qu'il y en a qui ont été mangées. Donc voilà, à surveiller, peut-être commencer à ressortir le fer à molle. Au niveau des fèves, alors les fèves que j'ai semées à l'automne dernier, ben, elles sont vraiment pas jolies. Ouais, elles sont toutes couchées, toutes flagada. Donc, par contre, le semis que j'ai refait au printemps est en train de sortir. Et donc là, c'est plutôt joli ce qui s'annonce. Mais toujours pareil, hein, vous voyez, les oiseaux qui m'enterrent les plants. Un vrai problème avec les oiseaux. Hein. Ça, c'est un gros souci chez moi au potager. Au niveau des plantations d'aérose, là, dans les toutes nouvelles plates-bandes que j'ai faites, bah, ça se passe pas trop mal, même si j'ai des chats qui viennent me les déterrer, puis les oiseaux aussi, qui viennent me faire des dégâts. Donc je passe mon temps à les replanter à nouveau. Voilà, alors là j'ai des patates spontanées qui sont en train de sortir, donc ça par contre je vais pas les laisser pousser, je vais les tuer avant qu'elles se développent et qu'elles chopent le mildiou, comme ils me l'ont fait l'an dernier. Parce que là on va encore y avoir des gelées, des choses comme ça. D'ailleurs elles ont pris froid là, on voit elles ont pris le gel. Donc ça c'est des nids à mildiou, faut éviter de les laisser se développer. Enfin, c'est une petite expérience que j'en ai. Maintenant, chat chaud craint l'eau froide, comme on dit. Et là, les petits pois. Alors, j'ai eu pas mal de dégâts aussi par les oiseaux, hein, qui m'ont, comme toujours, pas mal déterré de trucs. Mais enfin, bon, globalement, il en reste pas mal. Le semis est plutôt joli. Voilà. Les plants ont bien poussé. Et j'en ai 3 plates-bandes comme ça avec... Ben voilà, j'avais posé les plates-bandes sur le massif d'iris qui était en bordure. Et ben, le massif d'iris est en train de repartir. J'ai eu beau passer la tondeuse dessus, ça n'a pas l'air de l'avoir beaucoup dérangé. Et les petits pois poussent au milieu des iris et ça n'a pas l'air de les déranger non plus. Donc bah, je vais laisser ça comme ça, on va voir ça. Je pense que bon, je finirai par arracher ces iris, mais pour l'instant c'est un peu marrant. Je vais laisser pousser ça, on va voir si ça arrive à pousser au milieu. Alors, par contre pour ce qui est de la consoude, ça a l'air un peu plus compliqué. Hein.
Parce que là, j'avais 3 massifs de consoude ici, c'était la bordure de l'ancien potager. Et en même temps, je voudrais la récupérer, cette consoude. C'est de la Booking 14, c'est une variété bien particulière. Donc je voudrais pas la tuer. Donc tant pis, je vais laisser la culture. On va voir ce qui arrive à pousser comme petits pois. De toute façon, les chats avaient déjà fait le carnage ici, parce que c'est la première plate-bande dans laquelle ils accèdent au potager. Donc c'est là qu'ils ont fait le plus de dégâts. Donc bon, voilà, je vais surtout essayer de garder la consoude, et je vais la tailler quand même pour qu'elle laisse de la place pour que les petits pois puissent pousser. Mais je pense pas que la consoude va faire beaucoup de concurrence aux petits pois, une fois que les petits pois auront pris suffisamment de hauteur. Enfin voilà, ça fait des essais. Alors le magnolia que j'ai planté à l'entrée du potager, ma foi, il est bien parti, il se porte bien, il ouvre ses premières feuilles. Bon, il y a eu des bons coups de froid là, on s'est tapé des bonnes gelées là, donc tout a eu un peu mal. Et là normalement dans la semaine ils annoncent une bonne hausse des températures, donc on devrait rentrer vraiment de plein pied dans le printemps. Et voilà, ce que j'ai transplanté a l'air de bien repartir. Là on voit le pommier qui commence à faire des bourgeons, même une petite feuille là, donc ça a l'air de repartir. La vigne, voilà, on devine qu'il va y avoir des bourgeons là qui se préparent à sortir. Donc tout ça, ça a l'air de bien se porter. Alors le noisetier de Bolviller, pareil, il est bien reparti. Bolviller d'ailleurs m'avait dit en commentaire que c'est une variété alsacienne. Donc c'est ni anglais ni allemand, c'est alsacien. Voilà. Et il a l'air de bien repartir également. Alors au niveau des akébis, elles se portent à merveille. Voilà, les 3. Tout a l'air de bien partir. Donc voilà, le potager qui s'agrandit, comme vous pouvez le voir. Vous voyez les narcisses qui commencent à faner. Idem au niveau du mimosa, il commence à bien faner également. Donc là, on sort de mars, arrive avril, et on va rentrer vraiment dans la belle saison potagère. Et par contre, on a le poirier qui prend la relève. Donc voilà, après, les pêchers, c'est autour du poirier. Et je vais avoir également le pommier là qui est parti. Et là, il va être plus que temps de commencer à ressortir le rotophile et la tondeuse. Enfin, surtout le rotophile. Ça a beaucoup poussé là. On voit même plus les planches. Donc ouais, je pense que là ce week-end je vais sortir le rotophile. Alors ici, voilà, ça c'est le prunier. Pareil, il a commencé à sortir ses fleurs. Voilà. Tout ça, ça pousse bien. Et là on devine les fleurs du pommier qui vont arriver, exploser partout. Voilà. Donc là, plein de fleurs qui s'annoncent. Et il y en a vraiment partout. C'est de la folie. Mais bon, ce pommier, il est très généreux, hein, généralement. On manque pas de pommes, mais elles sont juste pas hyper top. Mais c'est quand même bon à prendre. Alors dans les choses qu'on adore aussi chaque année, là, à cette période de l'année, il y a ces petites fleurs qui poussent partout. Elles sont... ça fait une sorte de petit pompon sur une petite tige toute fine. Ça s'appelle des cardamines des prés. Et généralement, j'attends qu'elles aient fané pour passer la tondeuse, parce que je trouve ça vraiment dommage de les enlever. Et c'est quand elles fanent, généralement, c'est le signe de passer le premier coup de tondeuse dans le jardin. Alors je vais vous montrer ça aussi. Vous aurez pourrez peut-être me donner votre avis. Là, sur le terrain, on a ce grand peuplier noir là qui doit faire, je pense, 10-15 mètres de haut. Et on vient de se rendre compte que voilà, le tronc est complètement creux en fait. Voilà, là, je passe le bâton, je vais aller toucher l'autre côté, l'autre fond du trou. Voilà, donc il reste plus que l'aubier en fait. Et voilà, c'est pas pour me rassurer, il penche déjà pas mal cet arbre. Donc bon, c'est pour avoir confirmation, mais je pense qu'avec juste l'aubier, on peut pas trop le laisser comme ça, c'est dangereux. Et qu'il va falloir le faire tomber, le faire abattre. Sauf que voilà, il est quand même super mal placé. Il pointe directement vers les clôtures et vers le petit verger que j'ai planté, là, mes petits amandiers qui poussent bien et tout et tout. Donc voilà, je suis preneur de vos avis pour le coup. Si vous savez comment ça se passe, et si là je vais faire intervenir un bûcheron, je vais pas m'amuser à faire ça moi-même, hein, c'est trop dangereux. Si jamais ça se fait, si c'est nécessaire. Et s'ils ont des trucs pour protéger les choses qui sont dessous, je sais pas moi, comme on pourrait imaginer qu'il y ait des sortes de poutrelles en fer qui fassent une sorte de toit par-dessus pour les protéger de la chute de l'arbre, ou je sais pas, peut-être qu'ils ont du matos pour faire ce genre de choses. Donc je suis preneur de vos commentaires, que vous m'expliquiez un peu comment ça fonctionne. Mais là, celui-là, vraiment, il tient plus que sur l'aubier. Donc, faut vraiment que je le fasse tomber. En plus, il penche quand même beaucoup. Donc, je pense qu'on va lui dire au revoir. Et voilà, c'en est fini de cette petite vidéo d'actualité du jardin, du potager. Voilà, je vous ai montré un peu où j'en suis dans mes aventures. J'espère
J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner, tout ça, tout ça. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.